Salut Internet. Bonjour YouTube. Pour vous, une langue, ça se parle, non? Mais est-ce que vous saviez que ça peut siffler? Peut-être qu'on fasse un top 7 là-dessus. Vous devez savoir qu'en 1867, les Russes ont cédé l'Alaska aux États-Unis. À l'époque, en Alaska, il y avait environ 7500 Russes pour 22 500 indigènes. Et bien entendu, l'anglais a rapidement remplacé le russe partout en Alaska. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Jusqu'au jour où deux chercheurs russes partirent en expédition sur la péninsule Kenai. C'est une espèce de presqu'île au sud de l'Alaska. Ils arrivèrent dans le petit village de Ninilchik, qui compte à l'heure actuelle un peu moins de 900 habitants. Et ils y rencontrèrent des descendants des colons russes de l'époque. Ce village était une espèce de bastion résistant à l'arrivée de la langue anglaise. Bon, enfin, jusqu'à ce qu'une école soit construite dans les environs, hein. Là ils ont commencé à s'y mettre. Sauf qu'en fait, les habitants de Ninilchik, ils parlent pas vraiment le russe de Poutine ou de Sharapova. Bah non, vous imaginez bien qu'avec le temps, ça a carrément changé. Le système de genre a changé, plein de mots ont pris un autre sens, et beaucoup de mots ont été importés des langues indigènes de la région. Mais c'est pas tout. D'une famille à l'autre, la prononciation de la langue peut varier. Bah ouais, il suffit que le mec de la première famille soit originaire d'une région de Russie, et que le mec de la deuxième famille soit lui originaire d'une autre région. Rajoutez-y des mariages avec des indigènes et vous obtenez un beau bordel linguistique. Bon, ok, c'est pas vraiment une langue à proprement parler. Le Nushu, pour le coup, c'est plutôt un système d'écriture un peu particulier. Faut déjà savoir qu'en Chine, on ne parle pas chinois. Non, on parle une ribambelle de langues chinoises, dont le mandarin, le cantonais ou encore le Shaozutua. Et c'est de cette dernière que dépend le Nushu. Sa particularité est simple. C'est un système d'écriture uniquement réservé aux femmes. Je vous explique pourquoi. Durant la Chine impériale, faut savoir que les filles n'allaient pas à l'école, donc elles ne savaient pas écrire. La vie sociale d'une femme se résumait aux travaux domestiques et aux discussions avec les autres femmes. Et certainement pendant une de ces rencontres que ce système est né. Et c'est ensuite grâce à l'interaction sociale entre les femmes que le système s'est disséminé sans qu'aucun homme ne soit au courant. Bah c'est simple, hein. Ce n'est que dans les années 1960 qu'il fut rendu public. Le Nushu servait entre autres à écrire des poèmes, des chants, des histoires ou encore des textes de conseils pour les femmes et leur place dans la société. Il se lisait de haut en bas ou de gauche à droite et il était composé de 1800 à 2000 symboles. Plusieurs initiatives ont vu le jour à la fin du XXe siècle pour sauvegarder ce patrimoine. Yang Yeqing vient par exemple le premier homme à apprendre le Nushu. Malheureusement, en 2004, Yang Guanyi, la dernière femme sachant utiliser le Nushu, meurt. Beaucoup de langues dans le monde, et notamment le français par exemple, ont en moyenne 5 voyelles pour une vingtaine de consonnes. Imaginez maintenant une langue qui possède 83 consonnes pour uniquement 2 voyelles. Ça apparaît complètement dingue, non? Eh ben ça existe vraiment. Cette langue s'appelle l'oubik et est éteinte depuis 1992. Elle est originaire du Caucase, mais le peuple qui la parlait avait totalement émigré en Turquie au 19e siècle. Juste avant que cette langue disparaisse, 2 linguistes, Georges Dumézil et Hans Vogt, sont allés à la rencontre de Tevlik Esench, le dernier locuteur de la langue pour écrire la grammaire et apprendre un maximum de choses sur cette langue. Un troisième linguiste, Georges Charachidze, a d'ailleurs jusqu'au bout tenté de réaliser un dictionnaire de cette langue en parlant un maximum avec Tevlik. Bon, et si le fait d'avoir plus de 80 consonnes suffisait pas, c'était aussi une langue polysynthétique, c'est-à-dire qu'un seul mot correspondait à une phrase entière. Par exemple, ce mot voulait dire « j'ai besoin de boire », celui-ci voulait dire « je bois trop ». Enfin bon, vous voyez le délire, hein. Vous voulez entendre un peu à quoi ressemble la prononciation de certains mots ? Khe, la tombe. La parole, khe. La corne, khe, donc qui est différente de khe. Hein. Vous avez maintenant le salir, qui est krin, kri. Khwe, avaler. Le verbe courir, kha. À ne pas confondre avec khe, n'est-ce pas? Khe, c'est la tombe, et kha, c'est courir. Alors, comme le Nushu, le système de Bliss n'est pas vraiment une langue. Enfin, dans l'absolu, parce que ce système a été pensé comme une langue. Et au final, dans la pratique, c'est surtout un système d'écriture très particulier qui se veut universel. Dans les années 1940, Charles K. Bliss s'inspire du chinois pour créer un nouveau système d'écriture révolutionnaire. Un système d'écriture universel basé sur des concepts simples que tout le monde pourrait comprendre. Ce système comporte 120 symboles de base et quelques 4500 symboles au total. Ouais. Bon.
Regardons 4 exemples. Le pronom je est formé du caractère pour la personne et du numéro 1. Le mot pour vouloir comporte le symbole du cœur, qui est le symbole des émotions, un serpentin pour le feu, et un chapeau au-dessus pour indiquer que c'est un verbe. Ensuite, le mot pour aller est composé du symbole pour jambe et le chapeau pour indiquer que c'est un verbe. Soit. Bon allez, un dernier exemple. Le mot cinéma est composé du symbole maison et du symbole film, sachant que le symbole film est lui-même composé du symbole caméra et d'une flèche qui indique le mouvement. Donc, si on assemble ces 4 symboles, on a la phrase « Je émotionne, feu, jambé, maison, film ». Ouais, je veux aller au cinéma, quoi. Bon, on peut pas vraiment dire que ce soit encore au point, cette technique. Bon, et puis le fameux Charles Bliss, il était plutôt paradoxal comme bonhomme. Ah ouais, parce que le mec, il veut créer une langue universelle, mais quand des gens veulent l'utiliser, comme en 1971 le Ontario Crippled Children's Center, c'est un centre canadien pour personnes en situation de handicap, bah Monsieur Bliss, il refuse. Bref, au final, c'est un système qui aurait pu être très efficace, mais qui, à cause de son créateur, ne sert quasiment pas. Vous pensiez que le chinois ou le russe étaient des langues difficiles à prononcer? Comment vous dire? Le c'est, je crois, un petit peu plus compliqué que ça. Bon, on l'appelle aussi le Taha, c'est quand même beaucoup plus simple. Hein. Bref, le Taha, c'est une langue africaine surtout parlée au Botswana. On estime qu'il y a un peu plus de 2000 locuteurs. Et la particularité de cette langue, c'est qu'elle comporte ce qu'on appelle des clics. Les clics, ce sont des sons comme... Et en Ta, on a environ 5 clics. Ça va, tu te dis, bon, suffit d'apprendre les 5 et c'est juste une question de pratique. Ouais, sauf que chaque clic peut être modifié d'environ 17 façons différentes. Oui, ça devient déjà plus compliqué, hein. Le plus simple, je pense, c'est que je vous montre un petit exemple. Vous allez tout de suite comprendre la difficulté de ce truc. On a parlé de langues étranges, langues écrites, pas encore parlé de langues sifflées. Quoi, comment ça existe? Bien sûr que ça existe, on en a même en Europe. Bon, beaucoup n'existent plus aujourd'hui, mais on en a encore une très vivante aux îles Canaries, sur l'île de la Gomera. Elle s'appelle le silbo. Le silbo vient à l'origine des Guanches, le peuple autochtone des îles Canaries. Et quand les Espagnols sont arrivés au XVIe siècle, ils ont adapté cette langue à la leur. Le silbo est une langue assez pratique puisqu'elle permet de communiquer jusqu'à 10 km de distance à travers les vallées. Alors le lexique est limité, mais en fonction de la longueur ou de la hauteur des sifflements, on peut former des mots et même tenir des conversations. D'ailleurs, ça ne paraît pas évident comme ça à l'oreille, mais le silbo utilise 5 voyelles. A, E, I, O, U, les 5 voyelles de l'espagnol. Depuis qu'on utilise des téléphones et internet, l'usage du silbo a diminué, puisqu'il n'est plus aussi pratique qu'avant. Mais des initiatives sont lancées pour sauvegarder cette langue, et le silbo est même par exemple enseigné dans certaines écoles. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Le Pirahan mérite de loin sa première place. C'est une langue parlée par un peuple au Brésil, en Amazonie, sur le fleuve Maici, qui est un affluent de l'Amazone. Les Pirahans ont beau être quelques centaines, ça les a pas empêchés de sauvegarder leur langue. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ah, c'est simple, ils se considèrent comme les meilleurs, hein. Et ils sont donc réfractaires à tout emprunt, toute assimilation de notions étrangères. Le Pirahan, c'est un peu spécial, hein. Déjà, il n'y a pas de nombre, donc pas non plus de singulier ou de pluriel, ou toutes ces conneries où faut compter, quoi. D'ailleurs, le concept même de compter n'existe pas en Pirahan. Le Pirahan, c'est aussi la seule langue sans couleur. Tout est clair ou foncé. S'ils veulent préciser, bah ils utilisent d'autres mots, hein. Par exemple rouge, c'est couleur sang. Mais ça s'arrête pas là. En Pirahan, il n'y a aucun moyen de donner un ordre. On peut pas dire aux autres ce qu'ils doivent faire, ni les contraindre à quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est peut-être lié, hein, mais les Pirahans ignorent le concept de Dieu. Chez les Pirahans, le mot père est le même que le mot mère. Le mot sœur est le même que le mot frère. Et la famille, en fait, bah ça se limite à ça, hein. Il n'y a aucun autre mot. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, c'est la langue au plus petit système familial au monde. En Pirahan, il est impossible de mettre une phrase dans une phrase. Bah, par exemple, la maison du frère de Paul, ça se dit Paul a un frère, ce frère a une maison. La langue utilise plusieurs types de prononciation. Elle peut être fredonnée, murmurée, criée ou même chantée. Et bien sûr, en fonction de si on crie ou si on parle, bah, les mots se prononcent pas de la même façon, hein. Genre, tu chuchotes que t'aimes le pain, bah si tu cries le même mot, ça se trouve tu dis que tu kiffes les poils. Bon, sinon il y a 2 ou 3 autres caractéristiques assez étranges, hein. En Pirahan, on fait pas la différence entre tuer et mourir, voir et regarder, ou encore manger et nourrir. Par contre,
On fait la différence entre les choses animées, hein, comme les hommes et les animaux, les choses inanimées, comme les arbres, les cailloux, et les animaux aquatiques. Ouais, les poissons forment une classe à part chez les piranhas. Bon allez, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Bon, vous vous doutez bien qu'on a dû faire des choix, il y en avait plein d'autres, mais si vous saviez le bordel que c'est les langues... D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de Linguisticae. Je sais que c'est pas la première fois que je vous en parle, mais il a un travail de malade, donc allez-y, hein, cliquez sur sa tête là, je vous mets un petit cadre. Voilà, puis nous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Doc, mais avant qu'on parte, est-ce que je peux... Allez, vas-y, fais comme chez toi. Au revoir! Salut Internet.